Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle série de podcasts sur le thème de la cuisine santé. Je m'appelle Julien Guillère, je suis chef de cuisine ainsi que nutrithérapeute. Mais vous trouverez plus d'infos sur moi et mes services sur le site allinfood.com. Vous l'avez donc bien compris, on va parler de cuisine et santé, mais surtout de cuisine. Alors si vous voulez savoir comment aider très simplement votre corps à augmenter votre immunité en réalisant des économies de temps et d'argent tout en vous faisant plaisir, ce podcast est fait pour vous. Et pour rester dans la bonne humeur, sachez qu'ici on n'est pas là pour incriminer des produits, des marques ou des personnes, mais uniquement pour vous donner des conseils. Alors c'est parti pour ce premier chapitre, cuisine fait maison et immunité. Dans ce premier podcast, je vais vous donner quelques informations plus générales. Car même si la cuisine est un pilier important en termes de santé et de prévention des maladies, elle ne fait de loin pas tout toute seule. Puis je vous donnerai les 4 points essentiels pour vous lancer ou vous relancer dans la cuisine fait maison. Donc au niveau des besoins vitaux physiologiques, on y retrouve la respiration, l'hydratation, l'alimentation, le repos et l'élimination. Et seule l'alimentation rentre dans le cadre de votre budget. Mais la part du budget consacré est en chute constante. Il se situe environ entre 8 à 12% en moyenne de votre revenu. Et cette diminution est la cause de plusieurs facteurs. Pour commencer, il y a une augmentation progressive et généralisée des prix dans l'alimentation, mais on le remarque particulièrement sur le marché des produits frais comme la viande, le poisson, les fruits et les légumes. Avec un écart encore assez important entre les produits labellisés bio et ceux non bio. Donc on comprend bien que ce n'est pas dû à l'augmentation des salaires. Et les études de l'OFS démontrent en parallèle la baisse de la consommation des fruits et légumes frais, du lait et des produits laitiers, ainsi que les viandes et poissons, hormis la volaille qui connaît une légère augmentation. Donc le budget des ménages se concentre sur d'autres secteurs au détriment de l'alimentation. Mais malheureusement, les estimations sur l'augmentation des troubles alimentaires sont inquiétantes car elles évoluent dans le mauvais sens depuis plus de 50 ans. Et même si l'espérance de vie a tendance à augmenter, le nombre d'années de vie en bonne santé, elle diminue. Et cela révèle à quel point notre mode d'alimentation a changé, surtout dans les pays développés. Pour ne citer que le surpoids, l'obésité, le diabète, qui sont en constante augmentation. Et comme le dit Hans Ulrich Grimm, jusqu'à présent, aucun médecin n'a écrit sur un certificat de décès mort par alimentation. On meurt toujours de maladies, mais beaucoup d'entre elles peuvent être déclenchées ou aggravées par l'alimentation. Ce que nous mangeons a donc une part importante et souvent sous-estimée de l'état de santé. Mais on ne peut pas tout miser sur un seul domaine, car votre terrain contient des facteurs que vous ne pouvez pas modifier, comme les facteurs héréditaires par exemple, et d'autres facteurs qui eux sont influençables. On va leur parler d'environnement, de comportement, de capacité, de croyances et d'identité. Mais concrètement, je vous donne quelques exemples. Si vous décidez d'ajouter à la partie nutritionnelle du sport, du repos, de la gestion du stress, de vous éloigner des substances toxiques, vous augmentez grandement vos chances de trouver ou de retrouver un meilleur état de santé. Tout dépend maintenant de où sont vos priorités. Je reviens donc à nos moutons puisque le but ici c'est de parler cuisine. Alors vous avez tous des niveaux différents, des vies différentes, mais peu importe. Il y a tout de même un tronc commun qui comprend plusieurs points. Et le premier point important, c'est la créativité. Puisque finalement toute l'année, on cuisine en général la même chose, c'est-à-dire ce qu'on sait faire. Mais à terme, ça devient ennuyant. Donc la créativité va apporter de la nouveauté, de la fraîcheur dans vos plats, cela va vous procurer du plaisir, de l'émotion, de l'excitation et même créer de nouvelles discussions avec vos convives, que ce soit votre conjoint, votre famille, vos enfants, vos amis. Il faut savoir que cela va influencer toute la logistique, de l'achat des denrées, au temps passé en cuisine, au plaisir qu'on a de manger, jusqu'à votre microbiote et finalement votre santé. Et vous connaissez certainement tous la citation de Brillat-Savarin. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Car effectivement, au-delà du simple fait de se nourrir pour survivre, la cuisine est révélatrice de votre personnalité, de votre tempérament et aussi de votre culture. Être créatif va vous permettre de développer vos compétences, de prendre plus de plaisir à cette activité essentielle et de varier votre alimentation tout au long de l'année, une condition sine qua non pour un bon état de santé. Et en plus, vous savez quoi? C'est facile. Commencez par ne pas vous mettre la pression. On ne vous demandera jamais d'obtenir une étoile Michelin à votre table d'hôte. Et ensuite, brisez vos chaînes. Mettez vos craintes de côté. En testant de nouveaux produits, vous pouvez ne pas apprécier certains goûts
ou même passer à côté d'un bon plat, ça arrive. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience. Alors commencez en douceur. Fixez votre premier objectif en apportant des nouveautés 1 à 2 fois par semaine, un jour bien défini. Cela pourra même devenir un jeu, surtout si vous êtes plusieurs à table, en devinant les parfums, en échangeant sur les goûts de chacun, toujours dans un esprit bienveillant. Et ce qui nous emmène au point 2, le temps consacré à cuisiner. Vos journées sont certainement bien remplies et passer des heures en cuisine ne rentre pas dans votre planning. Tout va bien, c'est normal. 20 à 25 minutes de cuisine suffiront largement à réaliser vos plats du quotidien. Car passer trop de temps en cuisine va vous faire perdre le plaisir et risque de vous décourager. Mes collègues nutritionnistes vous expliqueront certainement plus en détail comment composer idéalement vos assiettes, mais grosso modo, vous choisissez une protéine, animale ou végétale, un féculent, un légume et une matière grasse. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Et à cela, vous rajoutez de l'assaisonnement, des épices et des herbes aromatiques. En termes de matériel, 1 ou 2 casseroles, un couteau, une planche suffiront. Vous évitez ainsi de rajouter 30 minutes de nettoyage qui sont assez désagréables en général. Et pour les recettes, si vous en avez besoin, il existe un choix immense de livres, d'e-books, de podcasts audio, vidéo, de cours et de coaching, de sites internet où vous trouverez tout ce que vous avez besoin. L'important, c'est déjà de se lancer. On arrive au point 3 qui concerne la qualité des aliments que vous achetez. Pour définir la qualité d'un aliment, on relève 3 critères principaux. Le premier est la qualité nutritionnelle. Chaque aliment contient des substances que l'on appelle des nutriments qui sont absorbés et utilisés par notre corps, ce qui donne aux aliments la capacité de répondre à nos besoins physiologiques. On a besoin de pas mal de choses, mais dans des quantités variables. Il existe des nutriments bénéfiques et certains indésirables. Mais on n'ira pas plus loin dans ce podcast parce que ce n'est pas le sujet. Le deuxième critère est la qualité sanitaire des aliments. Que ce soit pour des produits bruts ou transformés, il existe des protocoles d'hygiène, de traçabilité et de date de consommation. Et le troisième est la qualité organoleptique et sensorielle, c'est-à-dire l'aspect, l'odeur, le goût, la texture. On pourrait aussi ajouter des qualités secondaires comme la qualité d'usage et environnementale par exemple. Et là on rentre dans une thématique relativement complexe. Mais dans les grandes lignes, dirigez-vous au maximum vers des produits bruts et naturels, soit des aliments qui ne sont ni coupés, ni transformés, ni cuits, etc. Le but étant de profiter au maximum des bienfaits des nutriments que ces aliments contiennent. En termes de santé, on ne pourra que vous encourager à préférer, si vous le pouvez, les aliments et produits labellisés bio. Ok, c'est plus cher. Ce n'est pas à la portée de tous les ménages de passer au 100% bio. Mais cela diminuera la quantité des substances nocives que vous pouvez potentiellement avaler. Et par la même occasion, cela diminue la quantité de ces substances qui sont déversées sur la terre et dans les eaux potables. Et même si les réglementations sont complexes et que la méthode n'est pas encore parfaite, le fait de choisir des produits bio encouragera le système à s'améliorer et à trouver de nouvelles solutions. Vous devenez ainsi un consommateur averti et responsable. Et nous arrivons au point 4, finalement le meilleur, c'est de prendre le temps de manger. Ce n'est pas important, mais c'est très important. Car manger vite a des répercussions importantes sur votre corps. Alors dans vos objectifs, s'il y a par exemple la perte de poids, la diminution des gaz et des flatulences, la diminution du reflux gastrique, gérer des problèmes de constipation, alors écoutez ces quelques conseils, vous en aurez besoin. Car manger, ça se passe au présent, assis à une table, c'est un moment de pause, de plaisir, de détente, un moment pour soi. Pour commencer, prenez quelques respirations profondes avant de commencer à manger. Personne ne le verra, et cela va calmer votre esprit et votre rythme cardiaque par la même occasion. Évitez de déballer les tensions de la journée à ce moment, et si vous en avez besoin, faites-le avant le repas. Puis savourez, prêtez attention aux arômes, aux formes, aux couleurs et aux textures. Testez pour voir, vous allez être étonné du plaisir qu'on y trouve à se concentrer sur ce qu'on mange. Et surtout, n'avalez pas votre repas en mode aspirateur Dyson devant un écran, mais prenez le temps, apprenez à poser votre fourchette, à mastiquer correctement et à penser à ce que vous mangez. C'est ce qu'on appelle manger en pleine conscience. Cela nécessite un peu d'entraînement, car vous devrez vous habituer à recréer des nouveaux réflexes, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle.
Et malheureusement, on arrive déjà au bout de ce premier podcast qui est un peu l'introduction sur le thème de la cuisine en lien avec la santé et l'immunité. Les prochains podcasts sont déjà en cours de préparation et je rentrerai cette fois-ci vraiment plus en détail sur des astuces concrètes et sur des petites recettes de la cuisine du quotidien, toujours en lien avec le thème de la cuisine santé bien sûr. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et d'être resté jusqu'au bout. Et si vous cherchez du coaching culinaire, vous pouvez visiter ma page allinfood.com ou le Facebook et l'Instagram sous le pseudo Padrox. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Aussi, si vous souhaitez que je traite un thème en particulier qui vous ferait plaisir, n'hésitez pas à m'écrire directement. Mon adresse mail est sur le site allinfood.com. Alors je vous souhaite bon courage pour la suite, en attendant de se retrouver au prochain podcast. Très bonne journée à vous et ciao ciao.